Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui la chance d'être entouré par nos deux champions de France des clubs en titre, qui iront donc représenter l'équipe de France au championnat du monde en 2020 en Bulgarie à Plovdiv. Et on va revenir un petit peu sur le championnat de France des clubs. Donc, Gaspard, Oui. quelle était la canne que tu avais utilisée pour cette épreuve? Alors, moi, dans mon secteur, j'avais repéré une pêche à 25-30 mètres maximum. Il me fallait une canne qui soit assez fine, légère. Donc, moi, j'ai utilisé une canne qui est l'essentiel en 12 pieds, 12 Oui. pieds et 11 pieds, Ouais. essentiellement. Ça m'a permis d'attraper, c'était une pêche de petits poissons blancs, de plaquettes, donc de tout venant, tout simplement. Et, et cette canne en 11 pieds ou 12 pieds, tu la prends dans une version médium ou dans une version light? Alors, en light et en deux brins. En light et en deux Et en brins. deux brins, ouais, D'accord. tout simplement. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait d'avoir une version light et deux brins? Bon, light, parce que la canne est souple, et surtout deux brins, elle est vachement parabolique. Donc ça m'a évité de décrocher des poissons, de perdre du poisson. Parce que les poissons étaient de taille modeste. Étaient modestes, des petits poissons, ils piquaient très fin à surtout la dernière manche, donc il fallait assurer tous les poissons. Ok. Et toi, donc, Michael, qui était dans un autre secteur, est-ce que tu as fait la même approche que Gaspard au niveau de la canne et du matériel utilisé? Non, du tout. En fait, moi, j'étais dans le secteur B. En fait, fallait pêcher beaucoup plus loin. Oui. Donc, j'ai utilisé des cannes, on va dire, plus puissantes. Oui. Et en plus de ça, le samedi, il y avait énormément de vent. Donc, j'ai utilisé deux produits pour ça. J'ai utilisé la Brème et la Brème et la 3,90 distance. Et c'était pour pêcher sur le même coup ou tu avais deux coups différents? C'était pour pêcher sur le même coup. Et vraiment, il y avait des vagues de 50 cm. Donc, il fallait vraiment s'adapter, être précis, propre. Il n'y avait pas beaucoup de touches, des beaux poissons. Alors, pourquoi tu as utilisé à un moment donné la Brème en 360 et pourquoi tu as basculé sur l'autre canne? J'ai monté ces deux cannes en fait dans l'extrême quand c'était vraiment dur, les grosses rafales, c'était cette canne là pour aller loin au cas où. Je l'avais aussi clippée pour aller plus loin. D'accord. Et celle-ci était vraiment destinée à la pêche plus courte pour parer à tout. Voilà. Donc ces deux cannes pour faire face aux deux situations. En fait. Et toi, tu as pêché environ une cinquantaine de mètres. Oui. D'accord, 50 mètres, la canne Brème, la canne distance. Et toi, Gaspard, tu as pêché à entre 25 et 30 mètres maximum. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit que vous avez utilisé des cannes totalement différentes. Ouais, c'était des secteurs entièrement différents aussi, donc il fallait s'adapter aux conditions qu'on avait. Voilà, donc là, c'est là qu'on voit tout l'intérêt d'avoir une gamme un peu étoffée et d'avoir des actions différentes, parce qu'on voit que même sur un même parcours, distant de quelques centaines de mètres les uns des autres, il y en a un qui était face au vent et l'autre qui était protégé. Et donc en fait, on voit que pourtant on utilise le même parcours avec des poissons qui devaient être a priori similaires normalement, mais les conditions météo ont fait que la pêche n'était pas la même. Et du coup, on a dû s'adapter avec du matériel différent. Tout à fait. Pourtant, la même rivière, les mêmes poissons, la même week-end et des approches différentes dans la même équipe qui ont entraîné le titre de champion de France. Oui, exactement. Tout à fait. Donc comme quoi, la pêche est une question d'adaptation, d'avoir le matériel adapté aux conditions météo et bien sûr aux poissons recherchés. Il faut tout le temps s'adapter, tout le temps. Oui. Bon, je fais un parallèle très court par rapport à ce que tu nous as expliqué dans une autre vidéo. Ouais. Tu nous disais qu'en fait, pour les pêches à 25-30 mètres, tu utilisais de manière, on va dire, ton choix préférentiel s'orientait sur des cannes en deux brins. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as pratiqué. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, que les pêches à la plus longue distance, tu utilisais les trois bras. Oui. C'est ce que Michael a utilisé pour faire face à ces championnats. Donc en fait, on voit bien qu'on tombe sur les explications que vous nous avez apportées à d'autres moments pour présenter justement ces gammes produits. Ouais. On va aborder la question du choix de l'hameçon, parce qu'on sait qu'au feeder, bien évidemment, l'hameçon a une grosse importance. Ouais. Donc pour le championnat de France qui s'est passé en 2019 à Rieux, des clubs, tu as utilisé quelle forme d'hameçon et quelle taille? Voilà, explique-nous un peu quel était ton choix. Alors, notre choix était simple. On avait vu qu'en début de semaine, les poissons mangeaient bien. Donc, on avait mis des hameçons qui étaient plus costauds, tout allait bien. Et en fin de semaine, les poissons ont perdu l'appétit, à force qu'il y ait de l'amorce, des èches qui tombent à l'eau. Donc, on s'est dit qu'il fallait pêcher des hameçons très fins de fer pour accentuer la touche et surtout prendre le poisson. C'est quand même important. Donc, les poissons mangeaient que des vers de vase quasiment à l'hameçon. Donc, il fallait quelque chose qui prenne correctement le ver de vase. Donc notre choix de l'équipe, essentiellement, on a pris le choix d'utiliser des hameçons en 22-10, donc très fins de fer. Donc tout simplement très léger, une taille bien arrondie. D'accord, et donc du coup tu mettais à l'hameçon un ou deux vers de vase un ou deux vers de vase, ouais. Et donc ce choix que tu as fait toi, est-ce le même choix pour Michael, qui était confronté, toi tu étais confronté à une pêche
je rappelle, à 25-30 mètres. Et protéger du poisson, vent, un peu protéger du vent aussi un petit peu. Et Michael était plus dans une zone soumise au vent, dans un autre secteur. Et est-ce que tu as pris le même choix que Gaspard sur le choix de l'hameçon? Ou est-ce que tu as pris la référence un peu plus forte en fer? Alors, le premier jour, en fait, j'ai utilisé l'hameçon un peu plus fort de fer. Donc, qui est la référence? Le 22-20. 22-20, donc c'est l'hameçon dans la même, en fait, l'hameçon arrondi. Tout à fait. Voilà, mais avec un fer un peu plus fort que le 22-10 présenté par Gaspard. Oui. Pour prendre ces poissons, en fait, parce qu'ils étaient plutôt jolis, à une distance plus importante. Il y avait aussi une petite cassure, donc voilà. Je préférais assurer les poissons et les touches. Et le deuxième jour, en fait, je suis rebasculé carrément sur le 22-10, sur une pêche plus courte, avec des cannes plus light aussi. Donc voilà. on revient encore sur le même constat, c'est qu'en fait, ça, sur des cannes plus light, donc on est passé, j'imagine, sur des 11 pieds light, ça doit être certainement ça. Donc on a pêché avec des hameçons plus fins de fer, parce que la canne était plus souple, donc elle pouvait absorber davantage les coups de tête des poissons pour éviter les décrochages. Et par contre, à plus longue distance, tu avais des cannes un peu plus rigides, avec des sions plus dures, et tu utilisais un fer plus fort. Exactement. Qui permettait de mieux piquer le poisson, l'hameçon ne s'ouvrait pas parce qu'il était un peu plus fort. Tout à fait. Ok. Et au niveau des éches, Gaspard nous disait qu'il pêchait avec des vers de vase. Oui. Et toi, du coup, lorsque tu as pêché à longue distance, est-ce que tu pêchais uniquement au vers de vase également? Non, il y avait un gozeur avec ou un terreau. Voilà. Donc, le 22-10 au vers de vase, le 22-20, un mixte. Exactement. Avec vers de vase terreau ou panaché, vers de vase asticot. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc voilà, donc on voit aussi que Samson 22-20 a la capacité à recevoir un peu plus d'èche que le 22-10. Voilà. Donc en fait, c'est bien, c'est qu'en fait, on voit encore une fois que le choix de l'hameçon est très important. Bien sûr. Et doit être aussi mis en relation avec le choix de la canne. Tout à fait, c'est ça. Évidemment. Il faut une relation entre le poids du feeder, la distance de pêche, l'action de la canne, la grosseur du fer de l'hameçon, comme tu dis, Stéphane. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on retombe sur une logique très simple, très très simple. Il faut mettre en adéquation toute votre ligne de A à Z. On va dire du talon de la canne jusqu'à l'hameçon. Il faut qu'il y ait une concordance, quoi. Sinon, ça ne donne pas le résultat escompté. Voilà. C'est ça. Donc pour résumer, une canne puissante, un hameçon plus fort de fer, une canne light, un hameçon fin de fer, bien sûr, parce que la pêche imposait d'être très forte. Oui. Donc là, on va aborder le sujet du choix de la tresse ou du nylon. Donc je vais voir avec Gaspard quel était son choix, en sachant que Gaspard a pêché sur une pêche de poisson un peu tatillon, à entre 25 et 30 mètres, avec des cannes donc soft, un peu light. Donc pour déclencher les petites touches avec un hameçon fin de fer. Alors maintenant, quel était ton choix? Est-ce que tu es parti sur une tresse ou sur un nylon traditionnel? Alors moi, je suis parti sur une tresse à 8 centièmes, et avec une arrachée de 3-4 mètres. Alors, quel avantage pour toi de la tresse sur cette partie de pêche-là, sur cette compétition? Alors l'avantage, c'est que les poissons mordaient quasiment plus, il y avait de moins en moins de touches, le poisson piquait de plus en plus fin. Donc il fallait qu'on ait une réaction directe sur le sillon. Il fallait qu'on voie la moindre petite touche. D'accord. Donc la tresse était vraiment l'objet idéal pour ça. D'accord. Donc là, la tresse, on arrivait à détecter les moindres touches. Ouais. Alors, comment peut-on pêcher avec une tresse et un hameçon très fin de fer? Parce que tu nous as dit que tu avais pêché avec l'hameçon, entre guillemets, le plus fin de fer que l'on a à la gamme, qu'un hameçon arrondi très fin de fer. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, un risque d'ouvrir l'hameçon au ferrage? Alors, il y a un problème à risque, forcément, parce que l'hameçon est très fin, et il y a de la tresse qui est très raide. Donc le but, c'est d'avoir une canne parabolique, donc en 2 brins, très fine, qui permet d'accuser justement ce ferrage qu'on va donner. Donc du coup, alors, dans ton moulinet, tu as de la tresse, en partie terminale, tu as un hameçon fin de fer, entre les deux, entre ton hameçon et la tresse, j'imagine que tu as une tête de ligne. Oui, j'ai une tête de ligne. Une tête de ligne qui fait 2 fois la canne, 2 fois la longueur de la canne. Donc 2 fois la longueur de la canne, donc en gros 5-6 mètres. 5-6 mètres. Entre 4 et 6 mètres. Tout dépend. Entre 4 et 6 mètres. Et donc cette partie-là de nylon que tu mets, justement, cette tête de ligne, qui te permet justement de recevoir, j'imagine, ton montage. Qu'est-ce qu'il a comme intérêt? Mais surtout d'accuser le ferrage qu'on va donner, de donner un peu d'élasticité au montage, tout simplement. Donc là, tu ne le réalises pas avec une tresse? Non. On est obligé de rajouter un bout de nylon en 22 centièmes pour compenser. D'accord. Compenser le ferrage. Donc ça, je pense que c'est excessivement important. À partir du moment où on prend l'option de choisir une pêche à la tresse, il faut avoir justement cette tête de ligne un peu soft. Le 22, c'est assez souple quand même. C'est très souple, et surtout que le bas de ligne, lui, est de 9-10 centièmes. Donc on est quand même obligé d'avoir vraiment quelque chose qui amortit le ferrage.
Super. Comme ça, on y voit vraiment beaucoup plus clair par rapport à ça. Et toi, Michael, qui était confronté le premier jour à une pêche un peu différente, qui a pêché à 50 mètres, avec des cannes un peu plus puissantes, avec des hameçons en fer un peu plus durs, est-ce que tu es resté également comme Gaspard sur de la tresse, ou tu as opté pour du nylon? Alors, je suis aussi resté sur la tresse comme Gaspard, sauf que j'ai mis un arraché en fait en 25 centièmes, 2 fois la longueur de la canne en fait. Oui, d'accord. Tout simplement parce que fallait quand même le 25 centièmes pour envoyer et gagner en précision, rester propre. Oui. Et également, 2 fois la longueur de la canne en fait, c'était justement, les cannes sont un peu plus raides. Il y avait la tresse, l'hameçon n'était pas très grand, donc j'ai préféré mettre un arraché un peu plus long pour compenser tout ça en fait. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, Gaspard nous a dit 2 fois la longueur de la canne, mais lui, sa canne mesurait 3 mètres. Oui. Toi, tu mesures plutôt 3,60. Ouais, voire 3,90. Donc du coup, ça fait 2 fois la longueur de la canne, ça fait 7 mètres en gros, oui, de la partie tête de ligne. Gaspard, lui, en avait 5-6 mètres. Ouais. Donc, tu m'as dit 4 à 6. Ouais, donc on voit que c'est vrai que tu as mis du coup plus de nylon en tête de ligne. Tout à fait. Qui permet justement, comme ce que tu expliquais, oui, d'amortir, tout à fait, et aussi de compenser un petit peu les vibrations dues aux vagues, à la tresse, tout ça, amortir un peu tout ça aussi. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on voit apparaître maintenant aujourd'hui, c'est clair, la tresse l'a emporté de loin sur le nylon. Tout à fait. Parce que les pêches étaient très techniques, c'était des poissons blancs, difficiles, des plaquettes, des gardons, donc des poissons qui nécessitent une certaine finesse, quoi. Ouais. Et surtout, détecter la moindre vibration. Dès qu'on pêche des poissons blancs, c'est souvent la tresse qui prend le dessus. C'est souvent à 90%, c'est ce qui passe. D'accord. Ouais. Et là, on se rend compte quand même, malgré tout, parce que toi, tu étais dans un secteur, tu m'avais dit tout à l'heure, qui était plutôt à l'abri du vent. Toi, tu étais un secteur plutôt soumis au vent. Oui. Et malgré tout, quelles que soient les conditions de temps, de météo, vous avez utilisé tous les deux de la tresse. Exactement. Oui, c'est ça. Donc là, on va aborder le dernier point qui restait, c'était le choix du moulinet. Exactement. Alors, c'est vrai que le moulinet, c'est toujours un sujet assez compliqué, parce qu'un moulinet, c'est un point essentiel dans la pêche au feeder, parce qu'en fait, tout est important, son poids, son équilibre, son ratio de récupération, la forme de la bobine. Je pense qu'il y a plein d'éléments particuliers. Quel a été ton choix, toi, Michael, sur cette épreuve au niveau du moulinet? Donc, j'ai utilisé en fait le prototype du moulinet qui vient de sortir, le Gold. Donc après, c'est un moulinet très fluide, avec 2 lignes clip, puissant, léger, des bobines, on va dire match, pas très profondes. Oui. L'avantage, c'est qu'il y a vraiment 2 bobines en alu sur ce produit. Donc ça permet d'en remplir une avec du nylon sans backing et l'autre avec la tresse, tout simplement. Ça permet de faire face à toutes les situations. Alors, je vois donc le moulinet équipé d'un double line clip. Oui. Quel intérêt pour le pêcheur feeder d'avoir ce double line clip? Ça permet de clipper une autre distance au loin, par exemple. Si tu décides de faire une pêche, par exemple à 30 mètres, tu vois que ce coup ne donne pas, tu déclipes, tu as une autre distance déjà prête à 40 mètres ou 50 mètres. D'accord, ok. Ou éventuellement, tu peux pêcher au plomb derrière et revenir en faisant une petite ligature sur ton coup de départ. D'accord. Le fait d'avoir un ratio assez élevé, parce que c'est un moulinet qui a un ratio de 5.1 sur la version 5000, donc ça te récupère 95 cm autour de la manivelle. Oui. Est-ce un avantage ou un inconvénient sur la pêche au feeder? C'est plutôt un avantage, parce que ça limite quand même de faire des tours et à pas en finir, quoi. Oui, surtout à grande distance. Toi, tu avais pris l'option de pêcher à 50 mètres. Oui. C'est vrai que ramener une cage de 50 mètres, ça prend quand même un peu de temps naturellement. Clair. 50 mètres, malgré tout, même à presque 1 mètre autour de manivelle, c'est 50 tours de manivelle. Tout à fait. Donc, j'imagine que chaque touche que tu rates te fait bondir, parce que ça veut dire une sacrée perte de temps systématiquement. Le temps de ramener la cage, de remettre la ligne en place, de recouler ta bannière, c'est quand même important d'essayer d'optimiser tout ce qui est possible. Donc là, avoir un ratio suffisamment puissant, ça permet d'être un peu plus efficace. Carrément. Entre 95 cm, c'est très bien. C'est très bien. Oui. C'est toi le ratio qui te convient. Après, c'est la récupération qui te paraît la plus judicieuse. Sur des pêches assez importantes, oui. C'est très bien. Le poisson, si on le touche, on peut de toute façon ramener plus doucement et pas décrocher plus. D'accord. Voilà. Alors, Gaspard, toi, tu découvres ce moulinet parce que tu n'avais pas eu la chance. Tu n'étais pas un privilégié comme Michael, qui pouvait avoir le premier prototype du moulinet Gold. En tout cas, on était content de te le confier. Au moins, ça portait ses fruits. On est très heureux de ça. Toi, tu l'as découvert vraiment aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois sur ce moulinet-là? Moi, je trouve plein d'avantages. Les deux line clips, qui sont quand même assez importants maintenant,
ces 2 bobines d'aluminium qui sont quand même importantes. Il a une légèreté qui est énorme. C'est un moulinet qui est très 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 léger. Je suis sûr que sur une canne feeder, on ne va quasiment pas sentir ce moulinet. Ça va être vraiment un atout. Ça allège encore l'ensemble du matériel. Alors, pour préciser, c'est vrai que ces moulinets font moins de 300 grammes. Moins de 300 grammes. Celui-là doit faire 260 grammes en version 4000 et en version 5000, il a 280 grammes. Donc on est dans des moulets très légers. Donc c'est vrai que je pense qu'on va passer de bons moments au bord de l'eau avec ce produit-là sur nos cannes. Je pense aussi. Voilà. Ouais, et là, oui, chers amis internautes, en fait, le côté intéressant de la compétition, c'est que ça permet à chacun d'aller au plus loin, au plus fin, et on va dire, on pousse le raisonnement, le matériel à, on va dire, à une logique. C'est relativement simple quand on l'explique comme ça. Même nous, je pense que ça, je ne suis pas pêcheur feeder, je ne suis pas un spécialiste du feeder, mais en discutant avec Gaspard et puis avec Michael, on se rend compte que les liens entre la préparation d'une compétition coup ou feeder sont globalement les mêmes et les raisons du succès sont souvent les mêmes. C'est de tout mettre en adéquation. Et c'est les moindres détails mis les uns au bout des autres qui font le résultat final. Et on voit qu'il faut être très précis. Et c'est l'avantage de la compétition qui fait avancer, d'une part, le matériel et qui fait avancer les stratégies, qui fait avancer le pêcheur aussi en règle générale, et qui fait qu'on performe. Voilà. Et pour performer en compétition, il faut être très pointu. Merci à vous. Ces explications très claires. Merci à toi, Stéphane. Et puis au moins, ça vous permet, à vous tous, de comprendre qu'est-ce qui peut faire la différence sur une compétition. Parce que des fois, sa compétition, ça paraît toujours très lointain et on a du mal à comprendre et on voit que c'est très subtil. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir.